Génération Frexit, depuis sa création, a toujours plaidé pour l'union des souverainistes. Et l'union des souverainistes, ça ne se fait pas qu'à la tête, même si évidemment on a fait une belle alliance pour les élections législatives avec les Patriotes et avec Debout la France. L'union des souverainistes, ça se fait aussi à la base, et c'est pourquoi je suis ravi de toutes les initiatives communes que je vois dans les régions. Je pense notamment au Pays de la Loire, au Rhône-Alpes, et très fréquemment en Gironde. Et donc vous allez le voir dans la vidéo qui suit, mais je suis ravi de voir cette base qui est là, qui désire l'union, qui veut l'union. Quand vous parlez d'ailleurs à la base militante, ils souhaitent tous l'union, et il est dommage que certains chefs souverainistes préfèrent rester à la marge. En tout cas, cette belle union, elle se construit, et vous allez le voir dans cette vidéo et dans ce pique-nique de rassemblement qui a eu lieu en Gironde. Je suis avec Olivier Loisel, responsable pour l'Aquitaine du mouvement Génération Frexit, créé en 2020 par Charles Gallois. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc pourquoi avoir participé à la création de ce mouvement? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qui le différencie des autres mouvements souverainistes? Et où en êtes-vous après 2 ans d'existence? Alors, je suis un militant pour l'indépendance de la France depuis un certain temps. Je me souviens que j'ai voté non en 2005 au référendum sur le traité constitutionnel. Et puis, le temps passant, lorsqu'il y a eu le Brexit, je me suis rendu compte que j'avais oublié cette option démocratique et qu'il fallait relancer le processus en France. Donc, je me suis inscrit dans cette voie-là. Et j'ai rejoint Génération Frexit à ses débuts. En fait, je suis membre fondateur. Génération Frexit donc, a été créée le 14 juillet 2020 avec pour objectif de militer pour le référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, et donc développe tout un tas d'arguments et de propos pour réunir tout le monde autour d'une pétition que vous trouverez sur referendum-ue.org. Alors, à l'élection présidentielle, Génération Frexit a soutenu la candidature de Nicolas Dupont-Aignan, puis a présenté des candidats aux législatives au sein de cette nouvelle alliance des souverainistes. Comment, d'après toi, consolider cette alliance et comment l'élargir à l'ensemble des souverainistes? Alors c'est très simple, Nicolas Dupont-Aignan avait signé la pétition dont je viens de parler sur referendum-ue.org en s'engageant à organiser un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne s'il accédait à la présidence de la République. Ensuite, cette pétition sert de point de ralliement, en fait, de notre point de vue, pour tous les souverainistes, et c'est à ça que nous œuvrons localement. Lors du pique-nique souverainiste qui a eu lieu récemment en Gironde, nous avons réuni Solidarité et Progrès et Debout la France et les Patriotes également, donc sur ce point central du référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Donc pour moi, c'est un point fondamental et qui pourra permettre de réunir des gens de gauche, de droite, de nulle part et d'ailleurs, puisque lors d'un référendum, ce sont tous les citoyens français qui votent et généralement, il y a une bonne participation, puisqu'on a vu qu'au présidentiel et aux législatives, l'abstention augmente et donc on se dit que le référendum peut être l'option aussi qui fera revenir les gens aux urnes et à la démocratie. Alors, pour que nos concitoyens comprennent bien la situation actuelle de notre pays, peux-tu décrire en quelques exemples les dégâts engendrés par la soumission de la France à l'Union européenne et à l'OTAN et les répercussions de leur quotidien? Oui, alors là, on a découvert avec la guerre en Russie que
l'Occident et l'Union européenne sont alignés pour les sanctions. Sanctions qui sont contre-productives et qui vont causer des dégâts sur notre souveraineté énergétique, comme on peut le voir déjà avec l'augmentation des tarifs, puisque en fait l'Union européenne a indexé le prix de l'électricité sur la dernière centrale active, c'est-à-dire qui est une centrale au gaz. Donc on voit tout un tas de catastrophes industrielles qui se profilent, avec la fermeture d'usines qui ne pourront pas payer leurs factures. Les boucliers, c'est bien joli, mais le bouclier énergétique coûtera 24 milliards pour les Français et le bouclier anti-inflation plus de 6 milliards. Donc un jour ou l'autre, il faudra payer. Et puis on voit aussi la guerre qui se profile à l'horizon de plus en plus, des projets d'envoyer des chars Leclerc, etc. L'Union européenne et donc la France qui finance l'Ukraine. Tout ça est relativement inquiétant. On a vu aussi récemment Macron totalement aligné sur les positions de l'OTAN pour ce qui est de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et ça nous inquiète beaucoup. Alors pour conclure, as-tu un message à faire passer aux souverainistes qui n'ont pas encore rejoint notre alliance, comme d'ailleurs aux très nombreux abstentionnistes qui ne croient plus ni dans la politique ni même dans l'avenir de notre pays? Alors je crois que j'ai dit tout à l'heure, c'est de se rallier autour de la pétition sur le référendum à notre appartenance à l'Union européenne, donc référendum-ue.org. On signe, on partage, il y a plus de 27 000 signataires aujourd'hui. Pour ce qui concerne les abstentionnistes, c'est ce que j'ai dit aussi, le référendum sera le point de ralliement et on pourra tous frapper d'un seul coup. On sait qu'il y a 63% des Français qui veulent ce référendum, donc nous, ça nous conforte dans notre idée et on a des arguments pour que le jour du référendum, cette fois, ce soit plus fort qu'en 2005 et que le signal soit clair. J'ajouterais que hier, nous avons fêté, entre guillemets, les 30 ans du traité de Maastricht. Et qu'à ce sujet, nous avons publié des images et des visuels permettant de constater l'effondrement de la France en 30 ans sur tout un tas de domaines, au niveau des emplois agricoles, des emplois industriels, du PIB par habitant, la hausse de l'abstention, enfin le déclin s'est amorcé il y a 30 ans. Au moins, et on voit que les blocages de l'Union européenne sont vraiment très fâcheux et il faut absolument qu'on remédie à cela. Merci Olivier. Je suis avec Olivier Guyonnet, responsable pour la Gironde du mouvement Les Patriotes de Florian Philippot. Alors bonjour Olivier, je commencerai par une question personnelle. Comment en es-tu arrivé à cet engagement politique dans un mouvement souverainiste? Jusqu'à l'âge de 63 ans, je n'ai jamais eu d'engagement politique. Traditionnellement, je votais pour des mouvements gaullistes. Je travaillais 60 heures par semaine, je consacrais le reste du temps à ma famille. Mais en 2020, j'ai été véritablement choqué par la façon dont la crise Covid a été gérée par le gouvernement. J'avais quelques expériences en matière, sinon de santé publique, du moins de santé collective, puisque j'avais été directeur pour la santé, la sécurité et l'environnement d'un grand groupe industriel de 80 000 personnes déployées dans 58 pays, et je savais de quelle façon on devait obtenir l'adhésion des gens en matière de prévention. J'ai considéré que le gouvernement n'agissait absolument pas comme il aurait dû le faire et j'ai perdu toute confiance dans ceux qui nous gouvernaient. J'ai été en particulier très choqué par la façon dont on a interdit aux médecins de prescrire, leur demandant de renvoyer les gens chez eux avec du Doliprane ou à l'hôpital lorsqu'il était trop tard. On avait même vu beaucoup de médecins qui refusaient de recevoir des gens positifs. De plus, on a interdit aux pharmaciens de délivrer certaines ordonnances données par des médecins. Véritablement, on était dans une première dans toute l'histoire de la médecine. J'ai donc pris le temps d'approfondir mes connaissances en matière de géopolitique, de politique nationale, puisque j'étais arrivé à la retraite. Et
j'ai remis totalement en cause le discours mondialiste dans lequel nous baignons depuis un demi-siècle. Et le deuxième déclic a été, bien évidemment, comme beaucoup d'entre nous, le discours hallucinant du président le 12 août 2021. C'est là que j'ai pris la décision de rejoindre Florian Philippot, car j'ai considéré à ce moment-là, et je le considère toujours, que c'était l'homme qui était véritablement en pointe dans le combat pour les libertés et contre une sorte de tyrannie ou de totalitarisme qui apparaît dans nos politiques nationales, dans toute l'Europe et même dans tout l'Occident, je dirais. Le 10 septembre a eu lieu un pique-nique organisé en Gironde par Génération Frexit, les Patriotes et Debout la France. Les militants de ton mouvement sont venus nombreux. Quel bilan tires-tu de cet événement qui a rassemblé plus de 60 personnes ? Bien oui, c'est au niveau girondin la première fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer dans le cadre de cette belle alliance des souverainistes. Nous avons pu mesurer que nous avons bien évidemment des diagnostics similaires et des préconisations qui sont très proches. Les uns ont une sensibilité de gauche, d'autres ont une sensibilité de droite, mais dans tous les cas de figure, ce sont des gaullistes et des souverainistes. Et nous avons bien pu mesurer qu'aujourd'hui, la véritable dichotomie, elle n'est plus gauche-droite, elle est souverainiste versus mondialiste. Il y avait une très grande convivialité, ça nous a donné envie de nous retrouver, de faire de nouvelles rencontres et surtout de construire ensemble des actions au niveau girondin qui nous permettraient d'avoir plus de poids que étant chacun dans nos mouvements particuliers. Alors, aux dernières élections législatives, l'Alliance des mouvements souverainistes, composée de Génération Frexit de Charles-Henri Gallois, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et des Patriotes de Florian Philippot, ont présenté plus de 400 candidats. Quel bilan tires-tu de ces élections, tant au niveau des résultats obtenus par nos candidats, et en particulier en Gironde, que sur cette première participation des souverainistes unis ? Je crois d'abord qu'il faut souligner que c'est la première fois depuis longtemps que les souverainistes se présentaient dans le cadre d'une alliance à des élections nationales. Il faut remonter en effet à 2002, lorsque Jean-Pierre Chevènement s'était présenté aux élections présidentielles et avait tenté d'allier les souverainistes de gauche comme de droite. Il y avait une belle dynamique, malheureusement, en fin de parcours, il n'avait fait que 5%. Cette fois-ci, nous avons réussi à présenter 400 candidats. C'est un véritable exploit à mon sens, parce que ça a un coût important, ça demande une logistique très importante, une organisation qui a été absolument parfaite. Tant sur le plan national que sur le plan local, on a eu une véritable dynamique engagée avec des candidats qui avaient plaisir à se rencontrer. Nous avons, je pense, semé une graine dans la perspective des élections européennes qui sont véritablement les élections phares pour un parti souverainiste. Et je suis convaincu qu'avec les révélations progressives des méfaits de la mondialisation que nous allons pouvoir voir dans les tout prochains mois, nous aurons de très beaux résultats à ces élections européennes dans le cadre d'une alliance que j'espère élargie à d'autres partis souverainistes. Et enfin, as-tu un message à faire passer aux souverainistes qui n'ont pas encore rejoint notre alliance, comme d'ailleurs aux très nombreux abstentionnistes qui ne croient plus ni dans la politique, ni même dans l'avenir de notre pays? Je commencerai par les abstentionnistes qui sont malheureusement les plus nombreux en France. Je pense que nos concitoyens ne connaissent pas nos idées. Nous avons un très gros travail de diffusion de nos idées, de nos préconisations auprès d'eux. Mais je ne doute pas que les événements qui nous attendent dans les prochains mois seront tout à fait propices à un éveil des consciences et que nous aurons droit à une écoute beaucoup plus active dans les temps qui viennent. Quant aux autres souverainistes, eh bien, je leur dirai que tant qu'ils resteront divisés, ils resteront marginaux, inaudibles. Nous avons des diagnostics communs. Nous sommes capables de trouver une plateforme de propositions tout à fait commune. Il faut véritablement que nos leaders se rencontrent, acceptent
de s'allier, car c'est à cette seule condition que nous aurons des chances de gagner des élections dans l'avenir. Je ne doute pas que nos leaders sont capables de le faire, à condition de laisser les égos au placard. Je suis avec Bruno Granger, responsable pour la Gironde du mouvement Debout la France, mouvement qui est présidé par Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Bruno, quel constat dresses-tu de l'état de la France aujourd'hui, de son économie, de sa politique étrangère et de ce sentiment d'insécurité? Bonjour Gilles. Vaste question, les trois thèmes mériteraient par eux-mêmes de longs développements, mais j'essaierai de réduire un petit peu parce que je pense que c'est pas la peine de prendre trop de temps quand même par rapport à la visio que tu es en train de faire. Donc concernant l'économie, est-ce que réellement on peut dire que l'économie d'un pays se porte bien quand 15% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté? En 7 ans, la France a perdu 2 places au niveau du classement mondial des économies. Elle est au 7e rang, elle était au 5e rang en 2013. La France connaît un déclin économique évident qui ne peut être contesté. En matière de politique étrangère, est-ce que nous avons réellement une politique étrangère autonome, efficace, lorsqu'on s'aligne sur des positions européennes ou lorsqu'on s'aligne sur les positions américaines après avoir réintégré l'OTAN, le commandement intégré de l'OTAN? Et puis sur les années à venir, on peut s'inquiéter du fait que nous puissions avoir réellement encore une capacité à défendre les intérêts de la France sur le plan des relations internationales quand la réforme de la haute fonction publique fait disparaître les corps supérieurs de commandement des affaires étrangères. Concernant le sentiment d'insécurité, très vaste question. Je suis en charge de ces questions au Bureau national de Debout la France. Ce qu'on peut constater, c'est que le gouvernement actuel joue des exercices de bonimenteur sur tout ce qui concerne la sécurité, refusant de reconnaître les vrais problèmes, les difficultés auxquelles nos concitoyens sont confrontés. Et pour prendre un exemple des mensonges ou des interprétations trompeuses qu'il pourrait présenter, je rappellerai que lors de son discours de politique générale, Elisabeth Borne a présenté l'idée de recréer 200 brigades de gendarmerie. Cela pourrait donner l'impression que c'est revenir un petit peu sur les 500 fermetures qu'il y a pu y avoir depuis la mise en place de la RGPP. Mais quand on regarde un petit peu dans les détails de quoi il s'agit, en fait, il s'agira d'avoir des gendarmes qui vont pouvoir se déplacer en certains lieux avec des véhicules adaptés pour recevoir du public. Donc en fait, d'un mode de fonctionnement différent des brigades existantes, et il y aura très très peu de création de nouvelles brigades. À la dernière élection présidentielle, seul dans les camps souverainistes, Nicolas Dupont-Aignan a été en capacité de rassembler suffisamment de parrainages pour être en mesure de participer à l'élection. Que t'inspire cet éclatement du camp souverainiste et cette incapacité à s'unir sur des principes pourtant simples et partagés par tous? Il est dommage effectivement que le camp souverainiste n'ait pas pu se réunir au niveau des dernières élections. Des problèmes d'écho, des problèmes de différence d'interprétation, des différences d'appréhension des problèmes. Mais je rappellerai que Nicolas Dupont-Aignan avait proposé, bien en amont de la présidentielle, la possibilité de faire une primaire entre tous les mouvements souverainistes et patriotes. Bon, pratiquement personne n'a répondu à sa demande, et donc il a dû y aller, on va dire, de manière, pas seul, puisque Florian Philippot, au dernier moment, s'est apporté son soutien, mais hélas, les souverainistes n'ont pas pu se réunir comme ils auraient dû le faire. Alors justement, Florian Philippot du mouvement Les Patriotes et Charles-Henri Gallois de Génération Frexit ont soutenu la candidature de Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle, puis ces trois mouvements se sont alliés pour les législatives sous une seule et même étiquette, l'Union pour la France. Cette union des souverainistes a-t-elle vocation à se limiter à ces seuls trois mouvements? Elle n'a pas vocation à se limiter au mouvement. Nous avons la volonté de pouvoir défendre et faire gagner
les idées souverainistes, donc l'appui d'autres mouvements, d'autres personnalités, des souverainistes de gauche, de droite et d'ailleurs, me semble indispensable. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'union des souverainistes est une nécessité. Et enfin, as-tu un message à faire passer aux souverainistes qui n'ont pas encore rejoint notre alliance, comme d'ailleurs aux très nombreux abstentionnistes qui ne croient plus ni dans la politique, ni même dans l'avenir du pays? Je pense qu'il y a deux choses. Concernant les souverainistes qui ne nous rejoignent pas, que nous ne nous avons pas rejoints, je leur dirais, regardez les programmes, regardez ce qui nous rassemble, regardez ce qui nous différencie. Si vous êtes réellement souverainiste, votre priorité, c'est d'obtenir face à l'Europe une certaine capacité de décision, sans laquelle il vous sera impossible de mettre en œuvre les mesures que vous pourriez envisager pour améliorer la situation de notre pays. Donc les différences, selon les critères habituels gauche-droite que certains voudraient mettre en avant, ce sont des différences qui sont secondaires et priorisons d'abord la capacité pour notre pays de récupérer sa souveraineté. Concernant les abstentionnistes, je dirais même chose, regardez les programmes, faites-vous une idée, regardez ce qui se passe, quelles sont les politiques qui sont sincères ou qui ne le sont pas. On peut comprendre effectivement que certains ne veulent pas aller voter suite aux mensonges auxquels nous sommes confrontés de la part de la classe politique depuis des dizaines d'années. Hein. Mais si vous n'allez pas voter, si vous ne défendez pas vos idées, vos convictions, ne pensez-vous pas que quelque part vous devenez les complices de ce qui se passe? Eh bien, merci Bruno. Merci. Bonjour Daniel Menuet, tu es le représentant local du mouvement Solidarité et Progrès, présidé par Jacques Cheminade. Peux-tu nous dire pourquoi tu as tenu à participer avec quelques-uns des adhérents de ton mouvement au pique-nique souverainiste unitaire qui s'est tenu le 10 septembre sur le bassin d'Arcachon? Tout d'abord, c'était une invitation directe de Génération Frexit que je connais depuis quelques années. Et comme auparavant sur Bordeaux, avec d'autres militants, on avait tenu des actions contre l'OTAN, c'est-à-dire qu'on faisait signer des pétitions pour sortir de l'OTAN dès après 2014, dans le sens que l'OTAN aujourd'hui est le bras armé de la volonté des financiers d'exercer leur mainmise sur les différentes nations européennes. Donc comme on avait fait déjà des actions communes, je me suis dit c'est l'occasion de faire le retour d'ascenseur. Ça c'est l'aspect local. Et au niveau national, l'idée d'une union des souverainistes, que ça soit, est également portée par Jacques Cheminade, qui dans le cadre des présidentielles, justement avait fait le choix de ne pas se présenter pour essayer de créer les conditions d'une union. Donc dans ce cadre, recevoir l'invitation pour un pique-nique souverain, je me suis dit que c'était une bonne occasion au niveau local de montrer qu'on pouvait faire des choses ensemble. Alors je rebondis sur ta réponse en mettant en avant la nécessité pour tous les mouvements souverainistes de se parler et d'échanger pour hiérarchiser les priorités et définir les analyses communes entre nos mouvements afin d'élaborer une plateforme programmatique souverainiste. Y a-t-il un domaine plus particulier que Solidarité et Progrès souhaitent promouvoir? Oui, je vais vous montrer une carte. En fait, cette carte, c'est elle qui m'a fait rentrer dans le mouvement il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire que Solidarité et Progrès est un mouvement, comme son nom l'indique, de solidarité et de progrès. C'est-à-dire que nous défendons l'économie physique par opposition à la finance spéculative qui est en place aujourd'hui. Et notre mouvement, justement, depuis 1971, c'est-à-dire depuis qu'il a été fondé au niveau international, se bat pour justement éliminer le secteur financier qui est parasite dans notre société. Et donc, ce type de projet que vous voyez sur la carte, en fait, correspond à ce qui a été fait après-guerre entre la France et l'Allemagne, par De Gaulle et Adenauer. C'est-à-dire qu'on a créé des liens physiques et culturels entre les pays. C'est-à-dire qu'on a bâti la paix par le développement. Et ce projet-là permet, au niveau mondial, de créer la paix par le développement. Donc, comme vous pouvez vous en douter, nous demandons la mise en place d'un nouveau système de sécurité et de développement au niveau mondial, c'est-à-dire un nouveau Bretton Woods qui se base sur
l'annulation des dettes spéculatives, la séparation bancaire stricte, c'est-à-dire d'un côté les banques de dépôt qui sont pour les gens et les banques spéculatives qui peuvent spéculer, et après de mettre en place pour chacun des pays une banque nationale qui permet de financer les développements de chaque pays. C'est-à-dire que chaque pays, chaque nation soit souveraine pour décider de son avenir en fonction des besoins des gens. Parfait. Cette volonté d'union incarnée par nos mouvements est-elle ressentie comme une nécessité par les adhérents de ton mouvement? Et d'après toi, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour étendre cette collaboration de nos mouvements à l'ensemble des mouvements souverainistes? Comme vous pouvez l'entendre tout à l'heure, c'est notre ennemi, c'est la finance. Ce poncif est réel. Donc la finance aujourd'hui, c'est comme le MEDEF, c'est quelque chose d'unifié qui est là pour asservir les peuples. Donc la résistance, il ne faut pas être stupide. Dès qu'on n'est pas stupide, on fait partie de la résistance. Et dans ce cadre-là, une union est nécessaire pour éliminer la cause de tous les problèmes qui sont aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, à la fondation de notre mouvement, on disait que d'ici 2 générations, c'est-à-dire ça nous amène à peu près par aujourd'hui, le fascisme financier amènera le fascisme politique et qui créera les conditions d'une guerre mondiale. On en est là aujourd'hui. Comment faire pour éviter cette guerre mondiale? C'est que toutes les bonnes volontés se rassemblent pour qu'on reprenne la souveraineté nationale, pour défendre l'intérêt des gens et qu'on améliore les conditions de vie des gens et de la terre. Et enfin, as-tu un message à faire passer aux souverainistes qui n'ont pas encore rejoint notre alliance, comme d'ailleurs aux très nombreux abstentionnistes qui ne croient plus ni dans la politique ni même dans l'avenir du pays? Aujourd'hui, on est à un moment de crise, réellement. Donc pour les Chinois, la crise, c'est soit quelque chose qui va mal, soit quelque chose qui peut aller bien. Donc moi, je suis optimiste de nature, c'est-à-dire je sais quel est le sens de l'histoire. Nous, en France, on a la chance, on a un texte fondateur qui est le programme du Conseil national de la résistance, qui a permis de faire les 30 glorieuses derrière. Le premier volet au niveau économique du programme du Conseil national de la résistance, donc, ou des jours heureux, c'est d'éliminer les féodalités financières de la direction de l'économie. C'est ça que nous voulons, c'est-à-dire que le politique soit au-dessus de l'économique et du financier. Et comme ça, on peut diriger le pays vers un avenir meilleur, vers des nouveaux jours heureux.